Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié au sujet des transitions. Vous êtes nombreux, dirigeants d'entreprise, 250 parmi nous, également plus de 100 collaborateurs du groupe Crédit Agricole. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire et pour me présenter en un mot, je suis Pascal Bousquet, responsable de l'animation commerciale chez Crédit Agricole Transition Énergie, une des deux nouvelles filiales du Crédit Agricole. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Timothée Elkiel, qui est cofondateur du groupe R3, et Nicolas Bernard, qui est directeur du pôle PME ETI, également chez R3. Bonjour. Pour lancer ce webinaire dédié au sujet de la RSE et de la décarbonation, à travers aussi les éléments de compétitivité, je vous propose le déroulé qui est le suivant, donc de regarder ensemble les leviers clés autour de ces sujets RSE et décarbonation pour développer la compétitivité des PME et des ETI. Nous verrons ensuite, à travers le cas d'une entreprise, du textile en l'occurrence, comment vous lancer en tant que dirigeant d'entreprise pour faire une synthèse sur les solutions permettant d'accompagner les entreprises à travers le PAC RSE PME et le PAC Carbone PME. Et nous aborderons pour la partie finale une séquence de questions-réponses. En termes d'organisation, donc l'ensemble des inscrits au webinaire recevront le replay à l'issue. Nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations, une quinzaine de minutes aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à formuler vos questions à travers l'outil. Vous en avez la possibilité et nous les traiterons en fin de séance. Et je reviendrai vers vous avant cette session de questions-réponses pour un petit sondage de 2 questions, mais je me propose d'y revenir tout à l'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une présentation à la fois de Crédit Agricole Transition Énergie et de R3. Crédit Agricole Transition Énergie est une nouvelle filiale du Crédit Agricole et je vais être bref pour la présentation. Vous pourrez accéder à travers notre chaîne YouTube à plusieurs vidéos et notamment une présentation courte de la nouvelle filiale dont l'ambition est d'accompagner l'ensemble des clientèles du groupe Crédit Agricole, du client particulier jusqu'à la grande entreprise, dans leur trajectoire de décarbonation. Mais vous retrouverez également sur cette chaîne plusieurs vidéos thématiques, notamment sur des sujets qu'on abordera aujourd'hui, autour de la CSRD, du bilan carbone par exemple. Crédit Agricole Transition Énergie, filiale du Crédit Agricole, exerce en proximité avec les caisses régionales du groupe, dont vous voyez la répartition territoriale. Ces caisses régionales se sont dotées récemment de compétences avec le recrutement de conseillers en transition énergétique qui, avec vos chargés d'affaires, peuvent vous accompagner en proximité autour de vos projets de transition. Et ensemble, le Crédit Agricole, nous avons noué des partenariats nationaux ou bien locaux pour réaliser les prestations de vos projets, notamment autour des sujets d'efficacité énergétique, de RSE, de décarbonation, mais je citerai encore le photovoltaïque ou les sujets de mobilité, de fourniture d'énergie. Donc une large gamme. Et R3 qui est présent aujourd'hui est notre partenaire stratégique. Crédit Agricole Transition Énergie est devenu actionnaire de référence de R3. Et pour une présentation plus précise de R3, je vais laisser la parole à Timothée. Merci beaucoup. En quelques mots, R3, on est une entreprise qui propose aux entreprises et organisations de rendre réaliste et réalisable la transition environnementale et sociale de toutes les entreprises, qu'on soit PME ou une entreprise du groupe du CAC 40. Voilà, on essaye de pouvoir apporter
cette expertise. On a 70 experts aujourd'hui qui vous aident à définir la bonne stratégie, le bon plan d'action, la bonne feuille de route. Mais on ne s'arrête pas là. On va vous aider aussi à la mettre en œuvre en apportant des solutions en lien avec le Crédit Agricole de financement, en apportant aussi par rapport à l'écosystème qu'on a réussi à structurer les bonnes solutions techniques, parce que il faut être un peu optimiste aussi quand on parle de transition écologique et sociale. On a de l'énergie, de l'inventivité en France. Il y a tout un tas de solutions sur tout un tas de sujets qui fonctionnent. Et donc, nous, on est en lien. On vous promet de pouvoir vous apporter cette expertise-là. Et puis, on peut avoir les bons experts. On peut vous aider à mettre en œuvre plus facilement votre plan d'action. Mais on sait qu'aussi, il y a un besoin de suivi, de pilotage, de données, de la reporting. Et on vous facilite tout ça en vous mettant à disposition des outils digitaux. Donc, on combine expertise, financement et digital pour vous aider à mettre en œuvre facilement et pour de vrai, je tiens à le dire, la transition environnementale et sociale des entreprises. On travaille avec tout un tas de secteurs d'activité. On n'est pas spécialisé d'un secteur d'activité, mais on a vraiment cette capacité à pouvoir vous accompagner, quel que soit votre secteur d'activité, et à la fois des PME et des grands groupes et des ETI, bien sûr. Plus de 1000 entreprises accompagnées, j'ai envie de même dire 1200 au dernier comptage. On essaie aussi de mesurer notre impact. On est à 18%, 20% de réduction d'impact sur la partie carbone de nos clients, 23% de consommation énergétique. Et puis, on est répartis aussi, on couvre une grande partie du territoire français parce qu'on est convaincu qu'aussi la transition, c'est une histoire, une aventure humaine. Donc, on a besoin d'avoir des experts qui sont chez vous au quotidien, sur le terrain, pour vous aider à mettre en œuvre nos préconisations. Voilà en quelques mots qui on est. Avant de laisser la parole à Nicolas pour vous apporter aussi ce retour terrain de comment on accompagne aujourd'hui les entreprises sur ces sujets-là, c'est important quand même de remettre un peu des éléments clés sur les enjeux et pourquoi au fait aujourd'hui on considère que la RSE, le carbone, c'est pas un sujet de mode, c'est un sujet de stratégie d'entreprise qui va avoir des impacts sur la pérennité de votre organisation. Tout d'abord parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion parfois sur les sémantiques. La RSE, c'est parfois un peu vu comme du bullshit. C'est des grands groupes qui ont fait n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est beaucoup de paperasse, alors que pas du tout. Aujourd'hui, la RSE, c'est juste le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. C'est tout simplement définir une stratégie d'entreprise qui soit, on va dire, en cohérence avec les enjeux de notre société, que ce soit sur l'environnement, le social et le sociétal, et c'est de les intégrer dans sa stratégie d'entreprise. De le travailler avec des parties prenantes, donc c'est de travailler avec ses fournisseurs, ses clients, ses salariés, pour bâtir une stratégie qui soit robuste. C'est ça la RSE, le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. Après, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va chercher 3 impacts. On va essayer de réduire l'impact environnemental de votre entreprise à travers la gestion environnementale des locaux et la durabilité de l'offre. On va travailler sur l'amélioration de l'engagement des équipes dans l'entreprise, ce qu'on appelle, on va dire, marque employeur. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir la super entreprise qui va sauver la planète, mais si derrière, on maltraite ses collaborateurs, ça, c'est pas RSE. Et le troisième sujet, c'est comment, à travers notre mission, on arrive à développer une utilité pour la société. Et si je reviens un petit peu sur ces 3 piliers, ce qu'on va améliorer sur la partie environnement, sur la partie des locaux et sur la partie de l'offre, il y a un premier levier qui est le sujet de la décarbonation. Et donc Nicolas va nous faire un focus peut-être à ce stade sur justement qu'est-ce qu'un bilan carbone, la notion de scope, peut-être avant de revenir sur la RSE plus largement. Exactement. Alors du coup, pour essayer de comprendre ce que c'est un bilan carbone, parce que c'est un outil peut-être pour lequel beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont des sollicitations de clients ou d'investisseurs. Un bilan carbone, c'est quoi ? C'est une photo sur un périmètre d'analyse, c'est-à-dire sur une année écoulée, de la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise dans l'atmosphère liée de près ou de loin à vos activités. Le but, ça va être de comprendre que c'est un premier outil pour ce qu'on appelle structurer ce qu'on veut mettre en place en termes de réduction de son impact environnemental. En fait, c'est la porte d'entrée vers réfléchir à quel est mon impact environnemental. Ça permet d'avoir des indicateurs chiffrés pour bien comprendre où est-ce qu'on peut agir et identifier les actions qui sont plus ou moins prioritaires. Par exemple, est-ce qu'il faut plutôt que j'agisse sur la réduction de mes déchets, plutôt travailler sur mes déplacements ou sur mes achats. Ça va permettre aussi d'évaluer sa vulnérabilité au risque autour du climat. Parce qu'on va pouvoir regarder, par exemple, est-ce que vous avez une grande
grande vulnérabilité autour de votre consommation d'énergie fossile, sur lesquelles il va y avoir une rareté, donc une augmentation de prix potentiellement dans les années à venir, comme ont pu nous le montrer les derniers instants de crise énergétique. Bref, c'est toute une illustration de voilà ce qu'on va pouvoir chercher derrière un bilan carbone. C'est aussi répondre et se prémunir de la réglementation et répondre à tout un tas d'enjeux de différentes parties prenantes. Mais concrètement, de quoi on parle quand on parle d'un bilan carbone ? On parle de prendre des données d'activité qu'aujourd'hui vous ne connaissez ou vous ne connaissez pas, qui constituent une année de fonctionnement de votre entreprise. Ces données d'activité, quelles sont-elles ? On va prendre la première catégorie qu'on regarde quand on regarde un bilan carbone, les émissions directes. Ça va être toutes les énergies fossiles qui sont brûlées dans l'exercice de vos activités. Concrètement, c'est le gaz ou le fuel que vous avez sur votre usine ou votre site tertiaire. C'est le carburant qu'il va y avoir dans les véhicules de fonction de l'entreprise. Les émissions indirectes, elles, ça va plutôt être les consommations d'électricité qui vont être associées à vos activités. Derrière, on va avoir donc ça, on est rentré sur les émissions qui sont les plus proches de vous, ce qu'on appelle les émissions directes. C'est indirect associé à l'énergie. Mais derrière, on va aller chercher tout ce scope 3 dont vous entendez peut-être parler. Vulgairement, le scope 3, c'est quoi ? C'est tout ce qui va être périphérique à vos activités, mais qui est quand même très très connecté à ce que vous faites. C'est tout ce qu'il va y avoir en transport amont et aval de vos activités. Typiquement, les déplacements de vos collaborateurs pour venir au travail, vos déplacements professionnels, le fret si vous acheminez des produits sur des entrepôts, des sites de stockage, le fret aval si vous livrez des clients derrière. Il va y avoir aussi également toutes les émissions qui sont associées aux produits que vous achetez. Concrètement, ça va être regarder des volumes d'achat par quantité de matière, si c'est des informations que vous avez dans votre ERP. Ça va être comprendre, par exemple, pour confectionner le produit qu'il y a au cœur de mon activité, mettons que ce soit des sauces pour barbecue, on va avoir besoin d'avoir des épices, des intrants, de l'eau, et ça, c'est tout un tas de produits que je vais acheter pour pouvoir confectionner mon produit, derrière le transformer, donc toute l'énergie qui va être consommée, et ensuite l'acheminer chez mes clients. Et donc du coup, derrière, il va y avoir toutes les émissions associées à l'impact des produits vendus. Mettons que je fasse un produit qui consomme de l'énergie, mettons que je construise des caméras, parce que je suis en train de regarder une caméra en vous parlant, je confectionne des caméras, elles vont avoir une consommation énergétique tout au long de leur durée de vie. Ces caméras-là, leur utilisation, vous avez un petit périmètre de responsabilité dessus, vous pouvez travailler sur sa performance énergétique, donc on va aussi le comptabiliser dans votre bilan carbone. Alors le carbone, ce n'est pas le seul élément de la RSE. Timothée, pour compléter. C'est vrai que quand on parle de RSE, souvent il y a un petit biais, c'est qu'on parle décarbonation. Non, il n'y a pas que le carbone dans la vie, c'est un sujet quand même en effet qui est majeur pour la société, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle par exemple de réduire l'impact environnemental de son activité, on a bien la décarbonation, mais on a aussi la circularité de son activité. C'est comment je consomme moins de matière, comment je réutilise, reconditionne, recycle mieux mes produits. Et puis il y a aussi la gestion de l'impact des vivants, la gestion de la biodiversité, tous ces sujets aussi qui sont très importants. Et la RSE, c'est pas que l'environnement. La RSE, comme je le disais, c'est aussi de se dire comment moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, je vais pouvoir améliorer et renforcer l'engagement des équipes, mieux partager la valeur dans l'entreprise, la vision, des moments de convivialité, à travailler sur l'épanouissement professionnel des équipes, travailler sur la santé physique et la santé psychologique des équipes. Donc ça fait partie de la RSE. Et puis quand on parle du volet sociétal, vous avez plusieurs piliers, travailler sur sa mission, travailler sur son engagement sociétal en lien avec les assos, le mécénat, la diversité aussi, comment je recrute des hommes, des femmes, des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap, et puis comment j'essaye de m'ancrer sur mon territoire donné. Et tout ça, si on veut faire de la RSE pour de vrai, il faut le faire vivre, le piloter, notamment le structurer et le faire savoir, l'animer en interne, mais aussi le faire savoir auprès de ses clients. Donc la RSE, c'est un super terrain de jeu pour les entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement obligatoire. Si on regarde les articles de loi, Code civil 1833, la RSE, normalement, toutes les entreprises doivent être RSE. Donc, on pourrait vous attaquer en disant que vous n'êtes pas RSE. Et puis, la loi Pacte a introduit une notion qui est plutôt volontaire, qui vous permet d'intégrer à votre objet social une raison d'être. Et ce qui vous permettrait d'atteindre un statut qui s'appelle le statut d'entreprise à mission. Mais pour ceux qui sont un peu perdus parfois, et c'est vrai que la sémantique entre RSE, développement durable, ESG et société à mission, tout ça, ça veut dire à peu près la même chose. Pour être statut d'entreprise à mission, c'est une RSE bien faite avec une raison d'être structurée. Enfin, sur leur dernier pan, c'est de montrer aujourd'hui pourquoi c'est un sujet de pérennité, parce que l'État va vous obliger à aller sur ce sujet-là, même si vous ne le voulez pas, et tout va coûter plus cher.
Juste si on prend la taxe carbone aujourd'hui au niveau de l'État français, ça va monter jusqu'à 100 € la tonne d'ici 2030. Donc il faut pouvoir anticiper ça. Les consommateurs sont aussi de plus en plus exigeants. Les salariés qui veulent travailler pour des entreprises qui essayent d'avoir une utilité. Les investisseurs, les banquiers, on en a parlé aussi, voilà, qui ont besoin aussi par rapport à des contraintes, par rapport à des engagements qu'ils prennent, de pouvoir investir dans des structures qui délivrent un impact. Et puis les donneurs d'ordre, c'est clairement aujourd'hui quand on regarde ce qui fait bouger les entreprises, c'est la pression des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions d'accompagnement de leurs clients sur ces sujets-là. Et la réglementation s'applique pour beaucoup aux grandes entreprises, mais finalement elle se décline aussi aux plus petites. Exactement, et je pense que vous faites référence à la fameuse CSRD, beau jargon, qui oblige aujourd'hui pour le moment les entreprises de plus de 500 salariés, mais qui vont arriver à partir de 2026, les entreprises de plus de 250 salariés, à faire preuve de transparence. Transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que publier un rapport financier, c'est bien, mais demain, il va falloir publier un rapport de durabilité ou extra-financier où on va devoir montrer ce que l'on fait sur son bilan carbone, sur ses déchets, sur ses équipes, en termes de bien-être, en termes de santé, etc., etc. Et ça, en effet, si aujourd'hui, ça concerne plutôt les grosses PME, même si progressivement, on s'attend à ce que ça descende jusqu'à 50, mais bon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça ira jusqu'à 50, mais l'histoire voudrait que ça puisse descendre plus bas. Même si vous n'êtes pas frontalement obligé de prendre des engagements assez forts dans le cadre de la CSRD, par ricochet, parce que quand je suis un donneur d'ordre et que je fais mon bilan carbone et que je dois reporter ça là, dans la CSRD, que 80% de mon bilan carbone, c'est mes fournisseurs, je vais demander à mes fournisseurs PME souvent et TPE de me fournir de la donnée. Et donc ça, c'est un point qui est important, c'est gagner demain des marchés, conserver des marchés. Ça, vous nécessitez de structurer, pour moi, 2 éléments clés, une stratégie RSE et un bilan carbone. C'est les 2 points clés que toutes les entreprises vont devoir un peu anticiper. On voulait peut-être illustrer avec quelques exemples de filières. La SNCF qui a internalisé, modélisé un prix du carbone à 100 € la tonne dans les appels d'offres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez des investissements dans la décarbonation qui fait que votre offre elle est plus chère mais que vous êtes moins carboné, vous allez pouvoir passer devant quelqu'un qui est moins cher mais plus carboné. C'est LVMH sur le luxe qui va vous imposer de mettre en place un bilan carbone, Bouygues qui va vous demander sur les plateformes comme EcoVadis d'avoir un certain niveau pour continuer à travailler avec eux. C'est des exemples très concrets. Mais peut-être pour terminer et pour partir sur une note positive, parce qu'on le voit, moi j'en suis convaincu, si je fais ce travail-là, c'est que je pense que c'est intéressant. Vous engagez de manière progressive, pas à pas, à votre rythme, en intégrant, en le faisant de manière stratégique, c'est de la performance économique pour l'entreprise, 13%. Après les études, on peut challenger bien sûr les études. On va améliorer et sécuriser la marge parce qu'on va consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de déchets quand on sait que tout augmente. On va améliorer son chiffre d'affaires parce qu'on va gagner plus facilement des appels à projets. On va innover, on va avoir des salariés beaucoup plus engagés dans l'entreprise. Et puis sur la volée valorisation financière, des taux peut-être plus à privilégier, de la cotation à la Banque de France améliorée, et puis plus facilement aussi des investisseurs qui voudront vous confier une partie de leur argent. Donc aujourd'hui, franchement, ne pas aller sur ces sujets-là de manière anticipée, pour moi, je parle en tant que dirigeant d'entreprise, c'est un vrai risque pour la pérennité de toutes les organisations, et j'ai envie de dire, quelle que soit la taille. Donc on est bien sur le sujet de la compétitivité. Nicolas, peut-être maintenant, pour donner du concret à ces éléments qui viennent d'être présentés, peut-être justement le cas d'une entreprise qui s'est lancée dans la démarche et que vous avez accompagnée. Oui, tout à fait. Le but, c'est de pouvoir vous illustrer ça avec un cas concret d'un client qu'on a accompagné dans le nord de la France. Donc, c'est un acteur majeur dans le secteur du négoce du commerce et de la transformation de la laine qui importe aujourd'hui de plusieurs pays producteurs de laine, donc en lien avec des éleveurs, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Patagonie. Donc, c'est une structure qui a plusieurs antennes dans le monde entier et des antennes françaises qui sont plutôt des antennes commerciales ou de commercialisation
commercialisation avec des acteurs européens qui ont besoin derrière de transformer cette laine pour faire des t-shirts ou des pulls que vous pouvez retrouver maintenant dans le commerce, dans plein de grandes enseignes. Donc cet acteur-là, aujourd'hui, il était de plus en plus challengé par notamment certains de ses clients qui avaient besoin d'avoir une bonne compréhension du niveau d'engagement déjà de l'organisation sur ces sujets de RSE, qu'est-ce qu'elle avait structuré, qu'est-ce qu'elle avait mis en place, et puis également de l'impact environnemental des produits qui étaient commercialisés. En fait, concrètement, ils voulaient comprendre quel était l'impact de la laine. Si je prends l'exemple de la laine, c'est aussi parce que la laine, c'est un produit qui est du coup d'origine animale, mais d'origine naturelle, qui est aujourd'hui beaucoup concurrencé, par exemple, par le polyester, qui lui est un produit plutôt pétro-sourcé, donc qui vient d'énergie fossile, mais qui a un impact carbone, par exemple, moindre. Donc là, le sujet de se poser la question, c'est de se dire, concrètement, comment je vais pouvoir valoriser un produit qui est relativement noble ou qui a un intérêt, en tout cas d'un point de vue environnemental, auprès de mes clients, qui font parfois des choix très forts et stratégiques pour faire appel à moi, et comment je vais pouvoir valoriser le fait d'avoir des pratiques durables peut-être déjà mises en place dans mon organisation. Et pour ça, pour être capable de valoriser des choses que vous avez peut-être déjà l'impression de faire, vous, dans votre organisation, c'est-à-dire vous avez l'impression déjà de mettre en œuvre des choses en matière de RSE parce que vous avez une forme de bon sens paysan ou alors des choses qui relèvent simplement de la réflexion économique, économie d'énergie, travaux d'isolation, etc. Toutes ces choses-là, si ça n'est pas dans une démarche RSE structurée, c'est très dur de le valoriser. C'est pour ça que nous, les solutions qu'on propose, c'est construire une stratégie RSE avec une vision des engagements, des objectifs chiffrés qui vont permettre derrière de valoriser cette démarche auprès de vos parties prenantes externes, et puis avoir des mécanismes de quantification de cette démarche environnementale par l'exercice du bilan carbone. Parce que la démarche RSE, son enjeu, c'est être capable de difficilement produire des chiffres associés. Et le bilan carbone, c'est un exercice chiffré hyper intéressant en matière de valorisation de ce qu'on peut faire en termes d'impact. Pour ça, évidemment, nous, notre proposition, c'est d'avoir des outils autour de ça. Et j'ai l'impression, oui, c'est bon, tout va bien. C'est d'avoir des outils autour de ça. Donc là, concrètement, un accompagnement comme celui-ci, le but, c'est qu'on le déroule très simplement en 4 étapes qui vont durer entre 6 et 9 mois pour une organisation. Première étape, une phase de lancement et de cadrage. En fait, c'est identifier avec vous quelle va être la bonne gouvernance projet qu'on va mettre autour de la table et ensuite réussir à la mobiliser. Ensuite, une phase de diagnostic où on va collecter tout un tas de données, on va pousser une visite de site pour bien comprendre comment vous faites votre métier. Puis ensuite, vous projeter sur une vision à plus ou moins long terme qui va vraiment vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir intégrer tous ces enjeux de la transition dans votre manière de construire votre modèle d'affaires et le futur de l'entreprise. Et ensuite, aller sur une dimension beaucoup plus opérationnelle. Quelles actions je vais pouvoir mettre en œuvre concrètement au service de cette vision et de ces engagements. Pour ça, les différents outils qu'on va avoir, c'est d'abord en première étape, dans cette phase de cadrage et de sensibilisation, c'est de comprendre avec vous qui on va pouvoir mettre autour de la table dans l'organisation. Et là, quand je dis qui, le casting peut vraiment varier en fonction de la taille de l'entreprise et de votre typologie d'activité. Si j'ai des entreprises qui m'écoutent sur lesquelles aujourd'hui vous avez 5 à 10 collaborateurs, j'ai des cas où en fait les collaborateurs qu'on fait contribuer, il y a simplement 2-3 personnes et le dirigeant qui gère ça avec ces 2-3 personnes intéressées. Et puis des fois, c'est toute la société où on a envie de se servir de ce projet pour mobiliser tout le monde autour d'un projet d'entreprise. Et on va se dire qu'on va les mobiliser avec parcimonie, évidemment, en s'adaptant au temps que vous êtes capable d'allouer. Mais on va identifier dès le début que c'est un projet d'entreprise qui va être plus ou moins ambitieux en termes de mobilisation de temps. Et ça, on le construit avec vous dès le début de l'accompagnement. La deuxième phase qu'on va mettre derrière, c'est une phase de sensibilisation. Cette phase de sensibilisation, elle va permettre d'événementialiser la démarche. C'est de faire prendre conscience et de faire prendre conscience à l'intégralité des contributeurs qu'on va avoir autour de nous. Pourquoi c'est important pour votre organisation de s'engager dans cette démarche. Le fait est qu'on a besoin que ce ne soit pas qu'une démarche qui soit entre les mains d'un dirigeant d'entreprise ou d'un chef de projet, mais qu'elle aille mobiliser plusieurs acteurs dans l'organisation. Et pour ça, on vous aide à identifier le comité qu'on a besoin de mettre en place. Ce comité, il doit avoir plusieurs composantes. La première, c'est un sponsor, un dirigeant qui a envie de mettre en œuvre des choses en matière de transition. Pour nous, c'est un facteur clé de succès essentiel. Il faut que votre dirigeant ou vous, en tant que dirigeant, vous y croyez un minimum à cette démarche pour que vous puissiez mettre l'impulsion et que les actions qui soient construites à l'issue de nos travaux, même si vous n'en êtes pas le principal contributeur en tant que dirigeant, vous ayez réussi à facilement valider ce qui sera le fruit du travail de vos collaborateurs.
Il faut évidemment que vous ayez potentiellement quelqu'un, pas un chef de projet au sens vraiment temps plein du terme, mais vraiment plutôt quelqu'un qui va être une sorte de chef d'orchestre qui aura la légitimité de vous soulager, vous, potentiellement, en tant que dirigeant, et qui aussi sera capable d'aller chercher des collègues pour les mobiliser à des instants T où on aura besoin d'avoir un appui, nous, parce qu'on n'est pas forcément au début en maîtrise de l'intégralité des codes de l'entreprise. On a besoin d'un relais, en fait, de quelqu'un qui va pouvoir nous fournir un certain nombre d'informations et avec lequel on va avoir ces échanges un petit peu privilégiés. Et puis ensuite, il va falloir identifier quelques autres contributeurs, et ces autres contributeurs, ça dépend de votre secteur d'activité. Et là, dans le cas de cette entreprise du coup de négoce, c'est quoi? C'est des responsables d'usines de production à l'étranger. Donc là, on a échangé avec des acteurs en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui nous ont donné une vision de quelles étaient les pratiques concrètes qu'il pouvait y avoir dans cette entreprise-là sur le terrain, et donc sur des pays même très éloignés de la France. On avait évidemment un DAF, parce que c'est lui qui avait la vision la plus large de comment on pilotait derrière la mise en œuvre, notamment commerciale, de certaines choses autour de la transition. On avait aussi tout ce qui était très logistique. Et concrètement, ce qu'on a allé chercher dans chacun de ces contributeurs, c'est une compréhension concrète des activités de l'entreprise et toutes les personnes qui allaient avoir, à un moment donné, un intérêt à être touchées par ce qui se passe dans cette démarche RSE. Et ça, je vais revenir dessus un petit peu après. Mais donc voilà un casting qu'on peut identifier. C'est 4-5 personnes. Là, pour cette PME de 80 personnes, on avait 5 personnes autour de la table. Il manque notre responsable commercial qui était en face de nous tout au long de l'accompagnement et qui nous a parlé de ce qui se passait sur le terrain. J'ai envie de vous poser la question, Nicolas, d'un groupe. On a des entreprises de différentes tailles avec nous aujourd'hui. Un groupe qui aurait plusieurs filiales. Dans ce cas-là, comment vous bâtissez un plan d'action au niveau du groupe finalement? Alors, il y a plusieurs manières d'y répondre à cette question. Soit on a envie, dès le début, d'embarquer l'intégralité des filiales du groupe. On a envie de se dire, j'ai envie de faire un projet coup de poing et que ce projet d'entreprise il soit transformateur pour l'organisation et que j'ai une vision groupe, moi. C'est-à-dire que j'ai une multitude de filiales et une vision groupe. Alors, à ce moment-là, on va intégrer des dirigeants opérationnels ou des ambassadeurs de chacune de ces filiales qui vont permettre de faire de la remontée d'informations de ce qui se passe en local et qui vont pouvoir aussi faire la redescente de ce qui sera le fruit du travail d'un groupe collégial qui construira un certain nombre de choses. Ça, c'est la première version de l'histoire. La deuxième version de l'histoire, c'est j'ai envie d'avoir, j'ai une filiale qui représente 40% de mes activités, une autre qui représente 30%, et puis 3-4 filiales qui sont des plus petits pans de mon activité. J'ai envie de me focaliser sur celles-ci parce que c'est celles qui ont peut-être le plus de pression de leurs clients, de leurs parties prenantes. Et donc là, à l'opportunité, je vais me dire, je vais répondre aux besoins de ces filiales-là. Et puis derrière, je vais voir comment je vais faire pour répercuter ce que j'aurais construit avec les filiales d'à côté. Sur les autres. Voilà. Ok, merci. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ce cadrage et cette sensibilisation, c'est une phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic, son intention, c'est qu'on comprenne le plus largement possible comment vous faites votre métier. Là, il faut vraiment être très concret. On fait une visite de site qu'on va animer avec vous, où le but c'est de rencontrer du coup tous les contributeurs qu'on aura identifiés, des salariés, potentiellement des opérationnels, si vous êtes une entreprise sur laquelle il y a quelques maillons hiérarchiques. Sinon, sur une petite entreprise de 5-10 personnes, le but c'est de rencontrer quasiment tout le monde le jour de notre visite, de se fondre un petit peu dans la masse, histoire de comprendre comment vous faites votre métier. Ce diagnostic, on le mène à partir d'un référentiel sectoriel solide. Timothée vous l'a montré, on a beaucoup de références dans beaucoup de secteurs d'activité, on a plus de 1000 entreprises accompagnées. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir une compréhension assez fine, que ce soit en tant que commerçant négociant, en tant qu'entreprise de négoce, en tant qu'entreprise industrielle, en tant qu'entreprise de service, peu importe le secteur, entre guillemets, les éléments sur lesquels vous pouvez être attendu en matière de RSE et donc ceux sur lesquels il est possible de vous interroger. Et là, derrière, dans notre diagnostic, on n'est pas des auditeurs. Nous, on est là pour venir vous voir, pour comprendre concrètement ce que vous mettez en place de bien, de valoriser toutes les actions qui relèvent de la RSE que vous mettez déjà en œuvre, parce que c'est hyper important de savoir que vous ne partez pas de rien et que ce constat, il est valide pour l'intégralité des entreprises qu'on a accompagnées sur toute l'histoire de R3, mais également de constater les petits pas que vous pouvez faire dans les semaines, les mois à venir qui vous permettraient de commencer à identifier les pistes d'action qui vous permettraient de vous mettre le pied à l'étrier. Et évidemment, les quelques actions un petit peu plus différenciantes qui vont faire partie de la stratégie de l'entreprise sur lesquelles nous, on va avoir envie de vous emmener. Voilà ce qu'on mène à l'occasion de ce diagnostic. Donc ça on le co-construit avec vous et on vient sur site, histoire de vraiment de créer le lien le plus fort avec vous à cette occasion-là. La deuxième phase du diagnostic, c'est cette phase du bilan carbone.
J'en ai parlé un petit peu juste avant. Le but, ça va être de comprendre l'intégralité des données d'activité qui vous traversent. Dans le cas de cette entreprise qu'on a accompagnée, vous pouviez voir qu'elle a un site à Tourcoing qui était plutôt des bureaux et un entrepôt de stockage. Dans le bilan carbone, qu'est-ce qu'on va faire? On va constater qu'il y a des consommations d'électricité, de gaz et de climatisation. On va avoir besoin des factures, des consommations d'énergie pour savoir sur une année complète quelle énergie il a pu y avoir autour de ces activités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé les déplacements. Sur les déplacements, il y avait des déplacements professionnels, beaucoup d'avions notamment pour aller dans les pays dans lesquels ils s'approvisionnent, et des déplacements domicile-travail des collaborateurs. Il y avait également du coup des fournisseurs. Des fournisseurs, qu'est-ce qu'on va regarder chez les fournisseurs? La volumétrie de produits achetés. Donc là, c'était la quantité de laine achetée en fonction de sa filière. Est-ce qu'elle était d'une filière durable ou moins durable? Est-ce qu'elle était plutôt d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, de Patagonie? Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a des émissions qui vont être associées à chacune des pans de laine qu'on aura réussi à identifier. Pour ça, en général, c'est l'activité la plus fastidieuse du bilan carbone. On s'adapte évidemment à la donnée qui est disponible chez vous. On s'adapte aux outils que vous avez. Le but, c'est que nos outils, ils collent au plus près des vôtres. Donc, on prend votre ERP, on fait un extract, on récupère les informations qu'il y a, on essaye de construire avec vous une lecture un petit peu intelligente de tout ça et on l'intègre dans un outil qui permettra année après année de bien faciliter la réalisation de ce bilan carbone et que vous n'ayez pas besoin tous les 2-3 ans quand vous voudrez vous y repencher de vous dire mais comment j'ai fait la dernière fois. En fait, là, l'outil, il aura tout clé en main, vous aurez qu'à faire l'extract et si les données sont les mêmes que l'année d'avant, il n'y aura strictement aucun problème. Sinon, il y aura quelques petits reparamétrages à faire et on vous aura formé dessus. Donc là, c'est on va dire les données plus complexes. Après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est donc les données de fret. On va regarder le kilométrage qui a été fait entre le dernier lieu d'où vient l'approvisionnement et votre entrepôt logistique à vous. On va regarder aussi les déchets qui sont générés sur chacun des sites, les immobilisations et puis les volumes d'achat vers d'autres types de prestataires de services que vous pourriez avoir ou de produits qui soient pas forcément liés à votre offre. Ça, on le fait sur une période d'études. Là, c'est janvier à décembre 2022. Ça nous a permis de construire le bilan carbone de ces activités. Donc je passe ça. Je comprends qu'il y a un effort initial à la mise en place du programme RSE finalement, mais d'une année sur l'autre, après, avec les outils, voilà, le travail est facilité quelque part pour les entreprises. Le but, c'est en fait que vous soyez en capacité d'avoir été formé tout au long de notre accompagnement et autonomisé dans le fait que ce sujet-là, vous aurez les clés de réponse quand on reviendra vous chercher dans 1 an ou 2 ans. Si, par exemple, vous avez fait votre bilan carbone en 2022 et en 2024, vous vous dites qu'il faut que je le réactualise. Après notre accompagnement, le but, c'est que vous ayez l'outil et la formation qui vous ait permis de le faire en autonomie. Donc voilà le travail d'analyse qu'on fait. Donc là, on était capable de faire en fonction de l'origine de la laine d'approvisionnement, on était capable de savoir de quel pays était la plus émettrice, ce qui va permettre d'arbitrer en fonction de mes approvisionnements potentiellement. Ça va venir ajouter une clé de lecture. Le but, c'est pas de se dire qu'on va raisonner exclusivement par rapport à cette clé de lecture parce que c'est pas suffisant pour arbitrer, mais ça va venir, comme le disait Timothée, l'intégrer à la liste des critères que vous pouvez avoir. Pour la laine, les critères, c'est quoi? Qualité et coût. Et là, ça vient ajouter un nouveau critère. Et ce nouveau critère, il n'est pas important que pour mon client, il est important pour ses clients à lui. C'est pour ça qu'il le fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans le textile, qui se posent énormément de questions sur l'impact environnemental des produits envers lesquels ils approvisionnent. Et là, le vrai sujet pour mon client, c'était de prouver à ses clients que ce qu'il avait structuré en interne, c'était des choses suffisamment robustes, parce que lui, c'était un client CAC 40 qui avait besoin de rassurer ses consommateurs sur ce sujet-là. Et donc, il veut maîtriser ses filières. Et pour maîtriser ses filières, il se tourne vers ses fournisseurs pour bien les comprendre. Ensuite, on produit un travail d'analyse qui nous permet de savoir d'où viennent les principaux postes d'émission de ces gaz à effet de serre. Donc, cette activité, elle représentait un volume important en termes de gaz à effet de serre, principalement lié aux achats de laine. On voit que ça vient principalement de ça, pardon. Et derrière, il y a tout un tas de pans d'activité sur lesquels on peut tirer des enseignements. Le but, c'est de se dire que c'est pas parce qu'il y a un sujet qui prédomine qu'on ne va pas agir sur les autres. Parce qu'agir sur les autres, c'est un enjeu de cohérence qui est extrêmement important pour une organisation. Et puis des fois, notre marge de manœuvre, elle est plus ou moins limitée sur certains sujets. Mais c'est important de le savoir et de ne pas passer à côté, entre guillemets. Peut-être rajouter juste un élément, parce que c'est vrai qu'on entend souvent sur le bilan carbone, parfois on veut tout de suite mesurer le bilan carbone de son produit, ce qui est normal, parce qu'on dit quand on est un industriel qui vend un produit, le bilan carbone de l'entreprise, ça nous semble un peu moins connecté par rapport à son business. C'est vrai, mais aujourd'hui, pour pouvoir arriver à l'étape de pouvoir modéliser le coût carbone d'un produit ou d'un service, il y a cette première étape de bilan carbone entreprise qui est nécessaire
pour vous faire en sorte que ce sujet-là soit intégré pas à pas dans l'organisation. Donc, une fois qu'on a fait le bilan carbone, après, on peut venir tirer le trait et de faire atterrir cette mesure dans une maille beaucoup plus fine, par gamme, par produit, par service. Mais c'est une étape aujourd'hui qui est obligatoire. Et après, la réduction, mais ça, on n'a pas trop en parler, mais on ne va pas parler aujourd'hui de l'éco-conception parce qu'il a fallu faire des choix. Mais après, voilà, si vous voulez après vous décarboner, il y a d'autres outils que le bilan carbone qui vous permet d'avoir une approche produit multicritère et qui vous permet de faire des choix de conception plus ou moins impactants selon ce que vous voulez, comment vous voulez vous positionner et les attentes de vos consommateurs ou clients. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de diagnostic, donc on vous propose évidemment une restitution de ce travail-là. C'est hyper important que vous ayez notre vision à ce moment-là. On vous restitue notre expertise. On essaye à ce moment-là d'être le plus exhaustif possible, mais en même temps d'être très concret, très pragmatique, très opérationnel par rapport à vos enjeux et la réalité de ce que vous avez rencontré. Mais c'est, on va dire, le moment où nous, on vous délivre toute la compréhension qu'on a de ce que vous pourriez mettre en œuvre dans les années à venir pour vous engager en matière de RSE, à la lecture de votre bilan carbone, comme à la lecture de ce qu'on comprend en matière de RSE. Mais l'essentiel derrière, et c'est là où on vous passe la balle, c'est on va dire la dimension la plus inspirante qu'il va y avoir dans notre accompagnement, c'est de vous aider à construire les engagements et la vision que vous avez envie de mettre en œuvre en matière de RSE. Pour ça, l'exercice, c'est venir sur une demi-journée avec le comité RSE qu'on aura constitué. C'est là où la présence du dirigeant est la plus souvent primordiale, entre guillemets, pour avoir un projet d'ambition, où on se dit, on a envie de se projeter à 5-10 ans et de se dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui de votre société un acteur incontournable de la transition écologique et sociale qui a pris à bras-le-corps ces enjeux et qui fait que vous êtes fiers aujourd'hui de travailler pour cette entreprise. Donc, on vous projette à cet horizon de temps-là et on se dit, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre qui est vraiment prioritaire pour moi ? Ce qui nous permet d'aboutir à une liste de sujets sur lesquels vous avez envie de vous engager. Et derrière, nous, on fait un travail de rendre tout ça intelligible, concret, opérationnel et de se dire quels objectifs chiffrés vous allez avoir envie de mettre en œuvre. Et là, vous construisez les objectifs que vous allez avoir envie de positionner et de valoriser. Sans objectif chiffré, c'est extrêmement dur de valoriser une démarche parce que du coup, on a moins de choses à raconter. Vous peut-être vous le voyez souvent, vous l'avez peut-être déjà fait sur votre site internet. Dans mes engagements RSE, je veux prendre soin de mes collaborateurs. Très bien. C'est quoi prendre soin de mes collaborateurs ? C'est quoi l'action phare ? C'est quoi l'objectif quantitatif qui me permet de savoir que je suis en mesure de dire je prends soin de mes collaborateurs aujourd'hui ? C'est ça qu'on essaye de vous faire construire. Et donc là, c'est ce à quoi on aboutit avec une organisation comme celle-ci. On a décidé de garantir le bien-être des collaborateurs en agissant sur la qualité de vie au travail. Les actions phares, c'était quoi ? Formaliser les procédures internes d'onboarding, les règles de sécurité, ajouter des indicateurs de suivi de santé-sécurité au rapport annuel qui est produit. Le deuxième engagement, il était autour de réduire les émissions liées à leurs activités, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le premier, ils voulaient réduire leurs émissions directes. Pour ça, il y a eu un travail sur réduire les consommations d'énergie, que ce soit électricité, gaz, climatisation de 30% à horizon 2030 et puis à assurer le tri à hauteur de 100% sur leurs déchets sur le site à 2025. Ensuite, il y avait tout un travail autour de leurs clients, innover pour produire de la laine durable. Donc là, c'était un travail sur la réduction des émissions associées au transport, notamment identifier les prestataires maritimes lesquels ils pouvaient travailler pour avoir le bilan carbone le plus bas sur la partie fret. Et puis ensuite, et ça c'était le positionnement client le plus important, offrir de la laine circulaire et avoir des objectifs à la fois en termes de traçabilité sur la chaîne de valeur des fermes dont était originaire la laine vendue et puis communiquer aussi également sur l'analyse de cycle de vie, comme en parlait Timothée, avoir une analyse de cycle de vie du produit confectionné parce qu'aujourd'hui, la laine, c'est un produit qu'on a besoin de valoriser aussi son impact environnemental sur d'autres filières. Notamment, il y a des enjeux sur lesquels la laine est beaucoup moins impactante environnementalement que le polyester. Et donc, du coup, c'est des choses que cette entreprise a besoin de mettre en avant auprès de ses clients. Et donc, ces choses-là, ça permet en fait d'atterrir d'une vision, d'une chose où j'ai envie d'être responsable, j'ai envie de faire de la RSE à concrètement, c'est quoi les engagements, c'est quoi les objectifs que je prends. À ce moment-là, c'est le moment où vous vous emparez de cette démarche RSE et qu'elle devient vôtre. Ça fait 2, 3, 4 mois qu'on travaille ensemble sur la phase de diagnostic, 2 mois, oui, à peu près. Mais
on arrive à la phase où vous allez prendre le contenu qu'on vous a partagé, vous en emparer et vous en rendre possesseur. Et c'est ça qui va vraiment devenir quelque chose d'extrêmement structurant pour vous, c'est que vous allez commencer à croire de plus en plus à ce qu'on fait ensemble. Parce que peut-être qu'au début, vous allez vous dire, bon, je le fais parce que j'ai un client qui m'en parle beaucoup, parce qu'il faut le faire parce que c'est dans l'air du temps. Là, arrivé à ce stade-là, ça va devenir le moment où vous vous dites, je le fais parce que j'y crois, je le fais parce que c'est utile pour moi. C'est vraiment la bascule, clairement, de les accompagnements. Nous, c'est un peu l'atelier qu'on préfère faire parce que c'est beaucoup dans l'humain d'embarquer les collaborateurs. Et peut-être juste apporter une précision, être une entreprise RSE, c'est pas être bon sur tous les sujets. Souvent, on dit, ouais, non, mais c'est trop pour moi. Au fait, dans la méthodologie et même dans la norme ISO 26000, on ne l'a pas forcément détaillé, on vous propose de choisir les sujets qu'on appelle les sujets matériels. Donc les enjeux qui sont prioritaires du point de vue de vos parties prenantes externes et internes. Et il y a plusieurs méthodologies pour y arriver. Plus on est gros et plus on est soumis à des réglementations, par exemple comme la CSRD, où on va aller sur ce qu'on appelle la double matérialité, où on va vraiment pouvoir quantifier par rapport à une liste d'enjeux et aboutir à 8, 10 ou plus enjeux clés sur lesquels vous allez vous concentrer. Ce qui veut dire que vous allez en éliminer. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de la RSE sur lesquels vous n'allez pas forcément vous positionner et ce n'est pas grave si elles ne sont pas jugées comme matérielles. Donc ça, c'est hyper important. Des fois, ça fait peur. Non, la RSE, c'est pas être bon sur tout, c'est être bon sur le plus important et progresser pas à pas dans la démarche. Et un cadre avec des objectifs clairs, des engagements clairs vous permet justement de tenir ce cap. Peut-être que dans 3-5 ans, vous allez modifier. Mais c'est pas grave, ça vous donne un chemin. Parmi des objectifs, comme on les voit à l'instant, voilà, il y a sans doute possibilité pour les dirigeants d'entreprise, ces équipes, d'en prioriser quelques-uns au départ, reprendre d'autres ensuite, voilà, pour avoir une trajectoire un peu plus longue en termes de temps finalement. C'est pour ça que là, il y a des objectifs qui sont à 2030, ce qui permet de mettre un niveau de priorisation. En effet, c'est extrêmement important. Et une fois qu'on a fait ça, on a besoin d'aller dans une maille un peu plus opérationnelle. Et c'est là où on vous aide à la mise en œuvre de ce que vous avez besoin de faire en matière de RSE. On a construit, on va dire, l'ossature de ce que vous voulez faire. Derrière, il y a 2 dimensions dans cette mise en œuvre. Ce qu'on va aller chercher déjà, c'est comprendre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, vous aider à faire les hypothèses qui vont permettre de savoir comment vous allez réduire. Par exemple, j'ai beaucoup de déplacements en avion parce que je vais souvent à des salons d'entreprise à l'international. Comment je vais être capable potentiellement de sélectionner un choix de prestataire, de réduire, on va dire, le contenu entre guillemets du sujet. Mais c'est extrêmement important de se dire que je vais pouvoir réduire en tout cas mes émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler plutôt sur les actions opérationnelles en matière de RSE. Ces actions opérationnelles, le but, c'est qu'on soit capable de vous aider à vous fournir les solutions et les guides qu'on connaît, parce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui de choses qui vont être récurrentes dans plein d'organisations, qui vont vous permettre de mettre en œuvre plein d'actions très concrètes, très opérationnelles. Vous avez besoin d'un guide d'intégration, on est capable de vous fournir des templates. Vous avez besoin d'avoir une fiche de poste pour avoir un stagiaire RSE, on est capable de vous fournir la fiche de poste. Enfin, vous donnez clé en main en fait les choses qui vont vous permettre d'agir sur des choses très concrètes en matière de RSE. Ça, c'est un des points de la mise en œuvre. Le deuxième point de la mise en œuvre, c'est les outils qui vont suivre le pilotage de cette dimension RSE dans l'organisation. Être capable, année après année, de continuer à faire vivre la démarche dans l'organisation, ça passe par avoir les bons outils et être équipé pour le faire. Et la troisième démarche, c'est comment je vais le financer, parce qu'il y a des choses qu'on va détecter ensemble, des travaux sur la performance énergétique, de l'installation de panneaux photovoltaïques sur lesquels il va y avoir des vrais enjeux de financement. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on fait le pont derrière avec le Crédit Agricole, avec les équipes de Pascal, pour être capable de mettre en avant le fait que ces choses-là, elles sont profondément intégrées avec la performance financière de vos activités. Et il faut vraiment qu'on arrive à réconcilier ce sujet de la feuille de route RSE, elle doit s'inscrire dans le plan stratégique que vous êtes en train de construire, la vision que vous avez à court moyen terme du développement de vos activités. Il faut qu'elle soit connectée et notre boulot, c'est en tout cas de vous aider à le connecter le plus près possible en faisant les bons choix économiques aussi qui se trouvent derrière. C'est même, j'ai envie de dire, la RSE de venir colorer votre plan stratégique et s'intégrer, fusionner complètement en elle. Pour moi, je considère même qu'aujourd'hui, parler de stratégie RSE, c'est presque une erreur. On parle de stratégie d'entreprise qui intègre des éléments d'enjeu, et je pense que quand on arrivera à comprendre cette connexion et ce lien clé pour la performance d'entreprise, on aura fait un grand pas vers l'avant. Bien. Avant de céder la place aux questions-réponses, on va faire un focus sur un ou deux éléments.
notre conviction. Et de rappeler d'ailleurs à tous les participants qui sont avec nous, qui peuvent poser leurs questions à travers l'outil. On en voit déjà. On en voit quelques-unes. Donc, notre conviction, c'est les outils sont le point d'entrée pour piloter et suivre dans le temps cette démarche. Et donc, on a un certain nombre d'outils qu'on vous met à disposition et qui vont en fait perler l'intégralité de nos accompagnements. L'outil de diagnostic pour réaliser votre démarche RSE, l'outil de pilotage de votre plan d'action en termes de RSE, l'outil de réalisation de votre bilan carbone. C'est vraiment le support de nos accompagnements et du coup, on vous fait monter en compétence sur l'utilisation de ces outils tout au long de la mission qu'on mènera pour vous. Et peut-être la caractéristique, en tout cas un des points clés de différenciation par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on a une plateforme unique qui s'appelle R3 Connect et qui vous permet justement, en fonction de vos besoins, soit d'être autonome sur le carbone, sur la CSRD, sur la RSE, sur la gestion de parc et d'équipements qu'on peut piloter, sur faire des diagnostics RSE et de voir comment vous pouvez continuer à progresser, sur le suivi des plans d'action. Donc l'idée c'est, et bien sûr tout ça, ça se construit encore, ça s'améliore, c'est d'avoir une interface unique sur laquelle vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, continuer à essayer d'avancer de manière plus ou moins autonome. Je pense que vous aurez toujours besoin un peu d'avoir un regard expert, mais nous, l'idée, c'est d'être sollicité le moins de temps possible par rapport aux clients, parce qu'il y en a quand même 3 millions. Et nous, on veut justement massifier et faire en sorte que ce sujet-là soit accessible au plus grand nombre. Intéressant, donc plateforme commune, il y a donc une complémentarité entre ces différents outils que l'entreprise pourra peut-être mettre en place au fur et à mesure du temps, peut-être. C'est nous ce qu'on croit. C'est si demain vous devez prendre un outil pour piloter votre carbone, un autre outil pour faire la CSRD, un autre outil pour faire la RSE, un autre outil pour faire l'énergie, vous allez vous retrouver avec un coût d'outil qui est juste impossible à gérer. Donc c'est pour ça que nous on a une plateforme unique qui permet de réduire aussi le coût lié à l'utilisation des outils sur différents sujets. Ça, vous pourrez retrouver dans la présentation, mais c'est à peu près le temps qu'on peut estimer passer sur cette démarche-là. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, pour être très clair, c'est un chef de projet, il va passer 1 à 2 jours par mois avec nous sur ces questions-là. Et puis, des contributeurs, ils vont avoir 2-3 heures de contribution par mois ou tous les 2 mois, excepté sur la réalisation du bilan carbone qui peut parfois être un petit peu plus chronophage pour certaines fonctions dans certains types d'entreprises, notamment je pense aux fonctions achat et finance, dès qu'il y a des volumes d'achat assez importants sur du commerce négoce ou sur de l'industrie. Le but en tout cas, c'est de se dire que ces projets-là, ça demande un petit peu de temps, mais que le but, c'est que nous, on vous prémâche au maximum le travail pour que le temps qui vous soit, sur lequel vous êtes sollicité soit le plus utile et le plus productif possible, et que vous ayez tous les bons outils qui permettent d'éviter que ça devienne une usine à gaz. Je pense notamment à certains d'entre vous qui vont être intéressés à ces sujets parce qu'on vous a demandé de vous engager sur EcoVadis, par exemple, qui peut parfois être assez important en termes de temps à l'initialisation. Justement, c'est que le but de notre accompagnement, on vous aide à prémâcher tout un tas de réponses sur ces sujets-là qui permettent derrière de vous faciliter la tâche quand vous aurez besoin de produire des preuves de votre engagement en matière de RSE à tout un tas d'acteurs. C'est aussi notre savoir-faire d'essayer de rendre ce sujet le plus accessible possible, notamment aux PME, mais même aux petites ETI qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Je le redis, 2 jours par mois pour les plus grosses entreprises, c'est pas énorme pour pouvoir en tout cas se lancer. Après, mettre en œuvre, améliorer tout ça, ça demande un peu plus d'investissement, mais ça, c'est vous qui avez la main. C'est vous qui décidez du budget, du temps que vous souhaitez allouer. Mais en tout cas, pour pouvoir se lancer, structurer quelque chose d'efficace, on est sur ce niveau d'investissement temps humain qui me semble, pour moi, relativement accessible. Alors Timothée, quelle solution, du coup, pour structurer la démarche RSE et de décarbonation ? Nous, du coup, on a la possibilité soit de vous accompagner ce qu'on appelle des packs. Alors un pack, pourquoi ? C'est qu'on allie digital et humain. C'est-à-dire que quand on se lance, on a besoin d'une expertise et quand on a structuré la démarche, on a besoin d'un outil qui puisse nous rendre plus autonomes et de pouvoir progressivement ne plus avoir besoin d'expertise. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pack. C'est l'alliance du digital et d'un expert qui vient chez vous et qui vous accompagne. Soit si vous voulez juste travailler le carbone, il y a ce qu'on appelle le pack carbone PME. Soit vous voulez travailler juste la RSE, vous avez un pack RSE. Et nous, ce qu'on préfère, parce que c'est ce qui nous semble le plus stratégique possible, c'est de fusionner une démarche RSE carbone
qui puisse vraiment embarquer et optimiser aussi l'implication des ressources au niveau de l'entreprise. Donc on a ces 3 voies sur la partie PME. Alors je sais qu'il n'y a pas que des PME, parce qu'il y a quand même 30% je crois d'entreprises ETI ou de grands groupes. C'est-à-dire que vous êtes moins à ce niveau-là, vous avez souvent une démarche RSE, vous allez plutôt être intéressé sur, on pourrait vous accompagner sur la partie CSRD, sur la partie notamment stratégie, SBTI ou acte pas à pas, avec des normes subventions. D'ailleurs, je fais un appel, ceux qui sont PME, ETI, qui ont déjà réalisé un bilan carbone dans les 2 dernières années, on a un appel à projet qui se clôture le 12 décembre, 60% d'aide de la part de l'ADEME pour vous mettre dans les rails d'une stratégie climat qui est alignée avec les accords de Paris. Ce que vous avez pas vu des petits logos BPI France, OPCO, c'est qu'on essaye sur la RSE, sur le carbone, sur l'éco-conception, sur l'énergie, d'aller vous récupérer tout ce qu'il existe, les fonds de tiroir des aides publiques et qui vont normalement vous aider à réduire le reste à charge. Juste pour vous donner une idée, sur la RSE, sur certaines filières, on est en capacité de récolter 8 000 € d'aide. Encore cette année, certainement l'année prochaine, après je ne sais pas pour les autres années, mais c'est pas négligeable et souvent vous n'en avez pas conscience. Donc n'hésitez surtout pas. Il y a encore quelques aides disponibles cette année, notamment pour les PME qui souhaitent s'engager. Profitez tant que les aides ne sont pas coupées. Merci Timothée. Avant de rentrer dans la séquence de questions-réponses, comme je vous l'indiquais au départ, un petit sondage de 2 questions qui vont arriver sur vos écrans. La première question portera sur la satisfaction du thème qui a été abordé aujourd'hui, la présentation, le contenu. Voilà, vous pouvez noter de votre côté. Et puis la deuxième question, pour ceux d'entre vous, les entreprises présentes qui souhaiteraient approfondir ces sujets de RSE et décarbonation, c'est de pouvoir tout simplement nous mentionner votre souhait de réaliser un entretien complémentaire avec les équipes d'R3 en proximité de vos entreprises. Voilà. Donc n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous et nous ferons en sorte, avec les équipes des caisses régionales, de pouvoir vous rencontrer rapidement afin de travailler vos projets. Merci pour ça. Et donc, on va pouvoir rentrer maintenant dans la phase de questions-réponses. Bon, peut-être une première qui avait été posée en amont sur des précisions sur le cadre réglementaire et fiscal prévu pour 2025. Est-ce qu'on a des changements, des modifications attendues pour l'année prochaine ? Sur le cadre réglementaire et fiscal, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation progressive de l'exigence qu'il peut y avoir envers les organisations de toute taille sur ces sujets de RSE. On n'est pas forcément très rentré dans le sujet réglementaire, mais il y a beaucoup de réglementations aujourd'hui qui obligent autour de la RSE, que ce soit sur le bilan carbone, le décret tertiaire, l'index EGA Pro, et aujourd'hui avec la CSRD. On parle beaucoup aujourd'hui de décalage ou de moratoire autour de la CSRD. Aujourd'hui, on est sur des faux débats. Le constat, c'est qu'en tout cas, il y a une accélération des exigences au niveau européen comme au niveau français envers l'intégralité des organisations sur ces sujets de RSE. Et aujourd'hui, ça devient un sujet de positionnement concurrentiel pour l'Europe par rapport aux acteurs internationaux. Donc, on a vraiment énormément de mal à penser qu'on reviendra en arrière, tout là pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de 160 entreprises qui ont signé un appel la semaine dernière à ce que, justement, on ne rétropédale pas sur ce sujet de la CSRD. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui comptent aujourd'hui sur le fait que les enjeux RSE viennent de plus en plus fortement impacter la prise de décision parce qu'elles se sont positionnées avec beaucoup de force sur ces sujets-là. Donc ça devient un enjeu de compétitivité tel pour elles qu'elles font pression justement pour qu'on ne revienne pas en arrière. C'est même, je crois, le dirigeant de Shell ou de Exxon qui rappelait à M. Trump de ne pas revenir en arrière, enfin de ne pas trop engager d'extraction pétrolière dans les années à venir, justement parce qu'il y a des enjeux de transition énergétique même dans ces groupes-là. Une question autour du coût du carbone, finalement. On nous demande 100 € la tonne sur 2030, le chiffre qui a été cité, sur scope 1 ou 2 ou 3. En fait, on est qui contrôlera ? Ouais, alors en fait, on n'est pas sur un scope, on est plutôt sur des matières premières. En gros, l'idée de la taxe carbone, et qui est en train aussi d'être déployée au niveau européen, c'est d'arrêter, comme disait Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, d'être des végétariens dans un monde de carnivores. Ça sert à rien de se mettre des taxes pour nous, les entreprises françaises ou européennes, si derrière, du coup, on importe de l'étranger des produits qui sont
pas cher et fortement carboné. Donc c'est plutôt sur certaines matières, sur certains produits qu'on met en place des taxes aux barrières français et européens pour permettre une compétition qui soit le plus avantageux aussi pour nous. Il n'y a pas que l'Amérique first, il faut qu'on pense à nous, à nos entreprises. Et donc cette taxe carbone, elle est sur certaines matières premières, les produits pétroliers notamment. C'est pour ça qu'il y a eu les crises des gilets jaunes. En fait, cette taxe carbone, elle est inscrite dans la loi de 2015 et qui chaque année fait augmenter la taxe carbone, notamment sur certains produits, dont les hydrocarbures. Donc ça reste encore limité, sauf que là aujourd'hui les discussions qui au niveau européen, ça permet d'élargir un peu le sujet et c'est un sujet clé de compétitivité pour nos entreprises industrielles notamment. On a une question de Régis qui cite un acteur capable de réaliser des prestations de bilan carbone. En fait, la question, au fond, c'est l'autonomie pour l'entreprise, je comprends, de pouvoir, mais on l'a abordé sur la fin, de pouvoir d'une année sur l'autre, avec la compilation de tous les éléments qui ont été recensés au démarrage, de pouvoir réaliser en autonomie ces différents sujets et actions, finalement, autour de la RSE et du bilan carbone. Oui, bien évidemment. En fait, nous, notre conviction, c'est que le meilleur des scénarios possibles, c'est celui où on arrive à passer le plus de temps à vous former plutôt qu'à faire nous-mêmes, parce que c'est celui qui vous rendra le plus autonome dans le futur. Donc, on est tout à fait capable, avec ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, de vous former à l'utilisation de notre plateforme et à comprendre comment, année après année, vous allez être en capacité d'utiliser vos outils internes pour très facilement actualiser votre bilan carbone. Et il y a aussi une autre version de l'histoire qui consiste à dire j'ai besoin de mon bilan carbone cette année, je ne le referai pas avant 3-4 ans et je veux juste être accompagné sur une photo à l'instant T. Les deux versions existent et en fait l'accompagnement s'y prête très bien à l'un comme à l'autre. Dans tous les cas, nous on va se servir de notre outil. La question c'est est-ce que vous voudrez le garder après ou pas parce que vous en aurez vu la valeur ou non. Mais là la question vous appartiendra entre guillemets. Timothée, une question, elle est assez large, elle concerne le coût, la tarification. Tout va dépendre sans doute de la taille de l'entreprise, de la mission. Quelque part, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, au-delà des aides et des subventions qu'on a pu voir aussi? Ouais, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une tarification plus juste. Donc, bien sûr, une entreprise qui a 30 salariés ne va pas payer la même chose qu'une entreprise qui en a 300. On a réussi à essayer d'avoir des méthodologies qui permettent de réduire le temps passé. J'avais une question là sur le chef de projet. Une PME aujourd'hui, une journée à 2 jours, c'est pour le chef de projet. C'est pas pour tout le comité RSE. Après, le comité RSE, c'est que quelques heures par mois qui est impliqué. Donc, on va dire qu'on passe pour une démarche dans une PME la plus petite, on serait pour une RSE, on est plutôt autour de 8 000 € à peu près, à partir de 8 000 €, sur lesquels en plus on peut aller chercher des aides, donc réduire un reste à charge qui peut être vraiment très faible. Sur le carbone, il y a un outil qui s'appelle le DIAC Décarbonation sur lequel on est référencé. Quand on est une PME, on a 4 000 € d'aide, donc il y a un reste à charge de 6 000 €. Mais je prends des pincettes parce qu'une entreprise de service qui veut faire son bilan carbone, on va pas se cacher, c'est pas ce qui est le plus compliqué, même en termes de temps passé. Une entreprise qui fait du commerce, qui a 1000 références, qu'il va falloir structurer dans les outils pour pouvoir mesurer, c'est plus compliqué. Donc, autant la RSE, on arrive à avoir une tarification qui soit plutôt par taille, et autant le carbone, c'est pas la taille qui va jouer, c'est le nombre de sites, c'est l'activité, la complexité et aussi comment vous êtes structuré en interne en matière de données. Est-ce que tout est dans des armoires ou des bouts de papier? Parce qu'on a vu, on a fait des bilans carbone où pour aller chercher les factures, il fallait faire un travail comment on appelle ça, presque de bibliothécaire ou d'archi. Ouais, presque de bibliothécaire. Ou quelque chose qui est déjà bien structuré, des ERP, où ça sera beaucoup plus simple de gérer. Donc, sur la partie carbone, je préfère pas me mouiller. Il y a des aides aussi qui existent. Sur la partie RSE aussi. Donc, je pense que tout ça, c'est un travail à faire après avec nos experts de dimensionnement. Et ça, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que vous payez le prix le plus juste possible. Alors, je vais peut-être répondre à une question de Marie qui nous demandait si le support de présentation pourrait être disponible. Alors, non seulement vous aurez le replay qui sera accessible assez rapidement après la fin du webinaire, mais on pourra aussi, via vos conseillers chargés d'affaires en caisse régionale et conseillers en transition énergétique, pouvoir vous les communiquer naturellement. Peut-être une question sur Alors, au regard des questions, on va peut-être pouvoir déborder un petit peu. J'espère que la plupart d'entre vous pourront rester avec nous quelques minutes de plus. Isabelle qui pose la question du temps à consacrer par les membres du comité RSE.
Est-ce un temps pour chacun, finalement, ou le cumul pour l'ensemble des participants, tel qu'on a pu le voir? Alors, sur cette question, c'est pas le temps pour chacun, c'est le temps approximatif qu'on constate sur cette catégorie de personnes, mais tout dépend en fait du nombre de contributeurs et de la nature de leur contribution. C'est pour ça que c'est un peu dur de vous répondre. Sur un bilan carbone, ce qu'on sait, c'est que voilà, sur une société de services, la collecte des données en général, elle dure 2 mois, 3 mois maximum. Et ça va demander à une organisation en interne à répartir peut-être 3-4 jours de produire les données avec les temps d'échange avec nous, peut-être au minimum 1 ou 2 jours, parce qu'il va falloir qu'on travaille sur l'analyse des comptes, etc. Sur une société comme de commerce-négoce ou un peu plus industrielle, là on va rentrer dans des considérations où ça va peut-être demander un peu plus de temps, mais ce temps-là, il va peut-être être ventilé ou dilué entre plusieurs personnes qui s'occupent des achats, un acheteur et quelqu'un en charge des finances. En tout cas, en général, on ne dépasse pas la journée de mobilisation par semaine au pic d'accompagnement, et vraiment au pic d'accompagnement. Question très simple, aidez-vous à aller chercher les aides? On l'a évoqué. Mais... Alors, il y a plusieurs types d'aides. Vous avez des aides très faciles sur lesquelles on est référencé. Donc, vous voulez travailler avec nous, on vous donne la procédure. La procédure est déjà hyper automatisée. L'aide, c'est quasiment même des DocuSign à signer, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, c'est les aides notamment à la décarbonation, à l'éco-conception, à la performance énergétique que peuvent porter l'ADEME. Ensuite, vous avez une autre catégorie d'aides, un peu plus nébuleux, qui sont liées à votre branche d'activité, que sont les OPCO. Souvent, on pense que les OPCO, ils n'ont pas d'argent et ils financent que de la formation. Bon, parfois c'est vrai, mais aujourd'hui, sur ça, nous, on vous aide à identifier du coup, en fonction de votre OPCO, quel type d'aide vous pouvez avoir, mais c'est à vous ensuite d'aller solliciter votre conseiller parce qu'il faut que la demande vienne de vous. En fait, il faut savoir que les aides, il y en a de moins en moins, et donc ils trouvent tout le temps le plus d'astuces possible pour réduire l'aide. Donc il faut que vous montrez que vous soyez motivé, que c'est un sujet qui est clé pour vous, pour qu'il puisse vous déclencher telle ou telle aide. Donc ça, nous on a même des argumentaires, on vous aide à trouver les argumentaires. Et après sur des projets plus gros, qui nécessitent peut-être des millions d'euros d'investissement, là on a des partenaires qui nous aident à vous aider à confectionner les dossiers pour aller récupérer des aides au niveau européen, au niveau de la région, etc. etc. Donc le paysage des aides, c'est un paysage qui est mouvant, mais nous ce qu'on essaie, c'est de le simplifier le plus possible. Timothée, une question sur la valeur carbone. Quand vous parlez de cette valeur carbone, ça renvoie à quel marché? Marché du crédit ETS? Oui, alors, quand on parle de crédit carbone, il y a plusieurs, entre la taxe carbone, les crédits ETS, il y a plusieurs marchés qui pilotent ça. Donc, la taxe carbone, c'est pas forcément en lien avec les crédits ETS. ETS, c'est un marché réglementé sur lequel un certain nombre de structures sont soumises ou non. Là, la taxe carbone, ça dépasse le cadre des marchés ETS. C'est plus global. Alors, j'ai une question à laquelle je peux répondre sur le Crédit Agricole. Propose-t-il des prêts avec des taux intéressants pour des projets décarbonés? Alors, plusieurs éléments. En effet, le groupe a lancé récemment, à travers des financements fléchés, la possibilité de financer des actifs, des investissements durables, d'une part. Le groupe a aussi expérimenté avec notre filiale Crédit Agricole CIB, plutôt à ce stade pour des montants de financement relativement élevés à 5 millions d'euros, mais qui permettent de financer tout type d'actifs et notamment immobiliers. Donc un crédit qui s'appelle Résonance, qui a été lancé il y a plusieurs années. Donc on est là plutôt sur des gros montants, mais on travaille également à rendre accessible à tous. C'est notre sujet, voilà, à tous les types d'entreprises, à des financements indexés sur des critères ESG. Et demain, sous quelques mois, voilà, nous arriverons à proposer aux clients des systèmes d'indexation de la marge du financement, par exemple sur la réalisation d'un bilan carbone. Donc voilà, je pense que tout ça est vertueux par rapport au sujet qui a été évoqué aujourd'hui. Pour conclure, peut-être, je voudrais tout simplement, alors d'une part, remercier
nos intervenants, Nicolas et Timothée, remercier l'ensemble des participants, donc un bon nombre d'entreprises connectées, mais aussi des collaborateurs du groupe de plusieurs filiales. Et aussi, je voudrais mettre en avant notre premier webinaire pour l'année 2025. On se projette déjà. Pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par le sujet CSRD, rendez-vous le 14 janvier prochain en début de matinée. Voilà, merci à tous et une excellente journée à vous. Merci. Merci beaucoup.